c'est parti pour les brèves de la semaine avec une première information, une première bande-annonce et une première affiche pour Le Garçon et le Héron, une affiche française et une bande-annonce internationale. Exactement, c'est sorti cette semaine, donc Le Garçon et le Héron, qui lui sortira le 1er novembre en France, se dévoile de plus en plus. Je vais faire attention à pas trop, moi, en dévoiler, même si j'ai vu le film au Japon quand il est sorti cet été, donc il est sorti en juillet, exactement le 14 juillet dernier, sans promotion, sans marketing, sans rien du tout, mais évidemment, si on veut, comme tu l'as dit, conquérir le monde, il faut bien faire du marketing aux États-Unis et en Europe, et donc en Europe, on a eu le droit à un superbe poster, je trouve qu'il est très très joli, avec le héros et le fameux héron, voilà. Je vais essayer d'en dire le moins possible. Et évidemment, une date de sortie, comme je l'ai dit, le 1er novembre. Mais accompagné de ce poster était aussi présente une bande-annonce, très belle bande-annonce. On voit toute l'animation en fait, de ce film-là. On voit qu'ils sont allés encore plus loin dans l'animation du film Ghibli. Pour rappel, Le Garçon et le Héron sort 10 ans après Le Vent se lève, qui était le dernier Hayao Miyazaki. Il se murmure que ce sera peut-être pas le dernier Hayao Miyazaki, que le maître serait de retour à sa table de travail. Donc Le Garçon et le Héron sera peut-être pas son testament, mais en tout cas on a très hâte de le découvrir le 1er novembre prochain. Et on vous conseille évidemment de regarder notre vidéo avis sans spoiler, je le précise, disponible sur YouTube et Dailymotion depuis plusieurs mois maintenant, depuis juillet dernier. Oui, exactement. Donc vous tapez sur YouTube Pop News Podcast ou sur Dailymotion Pop News Podcast. Vous allez nous trouver assez facilement, ça devrait le faire. News un petit peu moins réjouissante cette semaine puisqu'on a appris le décès de Michael Gambon, un acteur anglo-irlandais à l'âge de 82 ans. Alors Michael Gambon, je pense que vous le connaissez tous puisque c'est Dumbledore dans 6 des films Harry Potter, 6 des 8 films Harry Potter, puisqu'il avait remplacé Richard Harris qui lui était là dans les 2 premiers films. Michael Gambon qui est donc décédé le 27 septembre dernier, il avait 82 ans et donc en dehors d'Harry Potter il y avait bien sûr Le Discours d'un roi, Layer Cake, un certain nombre d'apparitions remarquées au cinéma mais aussi beaucoup de travail sur les planches au théâtre du côté du Royaume-Uni. Donc voilà, c'est un acteur évidemment important qui vient de disparaître cette semaine. Parlons désormais de Martin Scorsese. Martin Scorsese, vous savez que quand il est en promotion, en général, il fait des déclarations qui sont souvent un petit peu montées en l'air, et la voici, celle-ci, pour la phase de promotion de Killers of the Flower Moon. Exactement, alors Martin Scorsese qui n'aime pas beaucoup les films de super-héros, il le redit une nouvelle fois. C'est dans un profil pour le magazine GQ que le réalisateur de Killers of the Flower Moon a exprimé en fait ses préoccupations quant à l'impact sur le public des films de super-héros. Alors pour lui, il faut lutter et sauver le cinéma. Parce que pour lui, vraiment, les films de super-héros vont détruire le cinéma tel qu'on le connaît. Je le cite, « Le danger réside dans ce que cela fait à notre culture, car il y aura désormais des générations qui penseront que les films ne sont que cela. Et ils le pensent déjà, ce qui signifie que nous devons alors riposter plus fort, et cela doit venir de la base, cela doit venir des cinéastes eux-mêmes. Et vous aurez les frères Safdie, et vous aurez Christopher Nolan. Vous voyez ce que je veux dire? Et frappez-les de tous les côtés, attaquez-les de tous les côtés et ne renoncez pas, allez-y et faites-le. Réinventez-vous, ne vous plaignez pas, car nous devons sauver le cinéma. » Voilà. C'est un peu lourd, c'est quand même une déclaration assez forte, à l'encontre du MCU évidemment, et du DCU, entre autres évidemment, c'est quand même eux les fers de lance du mouvement super-héroïque au cinéma. On sent qu'il en a gros sur la patate, Martin, là, il est pas très bien. Derrière, Christopher Nolan, on rappelle quand même, est le réalisateur de la trilogie The Dark Knight, donc de Batman, l'un des super-héros les plus connus au monde. Donc c'est un peu facile de mettre Christopher Nolan, de le porter au nu comme ça, mais on peut comprendre qu'il ait peur, Martin Scorsese, de l'influence des films de super-héros sur la nouvelle génération, parce que c'est vrai que si on est abreuvé du même type de film ad nauseam, ça va être un peu compliqué. Et on en parlera tout à l'heure lors du gros sujet. Ça fait partie justement de la discussion qu'on va avoir tout à l'heure, mais effectivement, je sais pas si c'est maladroit de le formuler comme ça, mais il est toujours dans la même rengaine, Scorsese, et il a raison, quelque part. Il est dans le fameux « c'était mieux avant », sauf que lui, il parle un petit peu de ce qu'on présente, en fait, en termes de contenu, puisque désormais, en fait, on parle de contenu à Hollywood, et lui, ça le gêne beaucoup, parce que pour lui, un contenu, c'est pas du cinéma. C'est vrai. Et donc voilà, mais bon, ça revient tous les ans à peu près. La dernière fois, il avait un peu titillé Robert Downey Jr. qui s'était exprimé là-dessus à la radio, donc voilà, c'est standard, j'ai envie de dire, de la part de Scorsese, et il a le droit
droit de défendre sa paroisse, hein, bien sûr. Oui, complètement. Il avait considéré les films de super-héros comme des parcs d'attractions. Il avait comparé ça à des parcs d'attractions, ce qui avait très mal pris aussi Chris Hemsworth, qui interprète Thor, en disant mais ça donne quand même des carrières à des gens, ce qui est pas n'importe quoi. Et donc, bon. C'est ça. Il y a de ça. En anglais, on dit tentpole, donc le chapiteau, et c'est vrai que c'est ça. Hein. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais je vous en parle tout de suite. La SAG-AFTRA est toujours en grève à l'heure actuelle, alors que la WGA a terminé, elle, sa grève la semaine dernière. La SAG-AFTRA, c'est la guilde qui s'occupe des acteurs de cinéma, mais aussi de jeux vidéo. Et en ce moment, ils sont en train de renégocier les contrats avec les studios hollywoodiens, mais aussi avec les studios de jeux vidéo, et la SAG-AFTRA, pour faire un petit peu peser les négociations et la balance un petit peu vers les acteurs, a décidé de faire voter ses membres pour une potentielle autorisation d'une grève, et dans une immense majorité, 98% des votants ont voté oui pour potentiellement entrer en grève face aux studios de jeux vidéo. Donc potentiellement, les membres de la SAG-AFTRA ne vont pas tout à fait terminer leur grève d'ici quelques temps. On le sait, hein, les acteurs sont de plus en plus demandés par les studios de jeux vidéo pour tout ce qui est évidemment le doublage, mais aussi ce qu'on appelle la motion capture, c'est donner ses mouvements et les mouvements de son visage à des personnages dans le jeu vidéo. Ça se fait de plus en plus. On peut penser notamment à The Last of Us, qui en est un des fers de lance. Et ben voilà, tout ça, ça pourrait s'arrêter si la SAG-AFTRA décidait de lancer un mouvement de grève, comme c'est déjà le cas face à Hollywood. Nouvelle réjouissante du côté de Netflix, on l'attendait potentiellement ou pas, il y a eu quelques teasings, la saison 3 d'Alice in Borderland est désormais officialisée. Exactement, comme tu l'as dit, on s'y attendait pas forcément en ayant vu la fin de la saison 2, il y avait un tout petit teaser à la toute fin qui laissait entendre que possiblement il y aurait une suite, mais bon, la série aurait très bien pu se terminer là, ça aurait été aussi bien. Mais Netflix en fait a annoncé une 3e saison pour Alice in Borderland, donc basée sur le manga de Aso Haro, qui tourne autour de Alisu, qui est transporté dans un univers parallèle où il doit gagner des jeux de la mort, hein, voilà, c'est vraiment un battle royale dans un monde parallèle, et on apprend donc que Sato Shinsuke reviendra en tant que réalisateur pour cette 3e saison, et que les acteurs Yamazaki Kento et Tsushiya Tao reprendront leurs rôles respectifs. On rappelle que la série a connu quand même un très très gros succès, que ce soit au Japon ou à l'étranger, et pour le teasing en fait ils ont mis une image de Joker, donc une carte Joker, donc on imagine que ça adaptera l'un des mangas qui avait fait suite au manga d'origine, dans lequel en fait Arisu retourne dans le monde de Borderland avec Joker. J'en dirai pas plus parce que c'est vrai qu'il y a des spoilers à venir, mais ça peut être très sympa, et à voir ce qu'ils feront de cette suite spin-off entre guillemets, quoi. Ok, bah très cool. Bon, tout ça, ne l'attendez pas tout de suite, hein. Ouais, évidemment, ça vient tout juste d'être officialisé. Exactement. James Gunn et le DC Universe vont désormais pouvoir se relancer, puisque la grève des scénaristes est désormais terminée. On vous en parlera en fin de section sur les brèves. James Gunn a quand même pris le temps de répondre à certaines questions sur les internets récemment, notamment au sujet de quels acteurs vont pouvoir continuer de jouer leur rôle entre l'ancien DC Universe et son nouveau, et il en a nommé 3. Viola Davis, on le savait déjà, qui va reprendre le rôle d'Amanda Waller, John Cena qui va reprendre le rôle de Peacemaker, et c'est une nouveauté, c'est Xolo Maridueña, que l'on connaît désormais pour le rôle de Blue Beetle, qui va reprendre son rôle a priori dans le futur du DC Universe. Donc il ne mentait pas, James Gunn, quand il disait que Blue Beetle c'était un des premiers films du nouveau DC Universe. Voilà. Alors quel avenir lui sera réservé, par contre, ça, seul le futur le dira, bien entendu. Exactement, mais rappelons quand même que c'est un four total aux États-Unis et dans le monde entier, Blue Beetle. Donc exactement. On va voir ce qu'il fait du personnage. Bon, bah, peut-être qu'il a de très bonnes idées, hein, sans doute. On espère. Il y en a d'autres qu'on espère qui ont de très bonnes idées, c'est les scénaristes qui vont potentiellement s'atteler à écrire les nouveaux X-Men, en fait, pour Marvel Studios. Exactement, alors c'est Deadline qui rapporte ça, donc Deadline aux États-Unis, qui nous rapporte qu'en fait que Marvel, le MCU, a commencé à rencontrer des scénaristes pour entendre leurs propositions sur de futurs films X-Men. Donc voilà, ça acte déjà le fait que les X-Men vont vraiment débarquer dans le MCU prochainement. On sait qu'avec Deadpool 3, Wolverine est de retour, donc c'est quand même le X-Men le plus connu de toute la franchise. Ça sera vraiment la suite logique avec toute la
tout le multivers et tout ce qui était mis en place par le MCU pour ramener les X-Men à la maison, entre guillemets, voilà, parce que rappelons que les X-Men faisaient partie de la Fox et que maintenant ils sont dans l'escarcelle de Marvel. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, mais s'ils embauchent des scénaristes pour ça, c'est que voilà, ils ont des idées derrière la tête. Oui, a priori, les rencontres vont avoir lieu tout au long de l'automne. Alors, ils sont pas tout à fait pressés puisqu'ils ont encore pas annoncé de date pour quoi que ce soit. Mais bon, ça avance tranquillement. Et on imagine que l'annonce un petit peu officielle dans le MCU aura lieu durant Deadpool 3. Probablement. Il y a de grandes chances. On imagine. Série d'animation de Netflix sur Scott Pilgrim qui a l'air franchement très cool. Exactement, qui a l'air très très cool. Alors pour rappel, Scott Pilgrim, qui est un comics de base, qui a été adapté au cinéma en 2010 par Edgar Wright qui avait réalisé Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde. Et donc là, en fait, Netflix a décidé de faire une adaptation animée du comics et non pas une adaptation du film. Ouais. Ce qui fait, donc on retrouve vraiment, pour ceux qui ont lu les comics de Brian Lee O'Malley, vraiment toute la patte graphique qui est géniale. Hein. Personnellement, j'adore cette patte graphique et cette DA. On retrouve en fait dans cette série bien évidemment Scott Pilgrim qui doit affronter les ex maléfiques de Ramona Flowers avant de pouvoir potentiellement sortir avec elle. Et ce qui est le plus important en fait, c'est le casting vocal, et le casting vocal verra tous les acteurs présents dans le film d'Edgar Wright dans cette série animée. C'est donc cool. On retrouvera Michael Cera, Mary-Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Chris Evans, Aubrey Plaza ou encore Anna Kendrick. Et on a eu un petit extrait qui a été dévoilé par Netflix dans lequel en fait on voit une scène où Scott attend un colis Netflix, en fait un DVD de Netflix comme à l'époque dans les années 2000 pour que Ramona lui livre à sa porte. Donc très drôle, très belle mise en situation, et la série, elle, sortira le 17 novembre sur Netflix. On ne sait pas encore si ça sera en binge-watch ou à raison d'un épisode par semaine. Connaissant Netflix, il y a des chances qu'ils diffusent tout d'un coup. Oui. Il y a de grandes chances. Bah, on a hâte de découvrir ça, puisque Scott Pilgrim, bah, tu vois, rien que le fait d'en parler, ça me donne envie de revoir le film. Pareil, j'adore ce film. J'aime beaucoup ce film. Rappelons vite fait que ça a été un four aussi, un flop à sa sortie, et que c'est devenu un film culte par la suite, mais et c'est pour ça qu'il y a eu cette série animée. Un jeu vidéo par Ubisoft qui était très sympa aussi. C'est vrai. Ouais. Donc Scott Pilgrim le 17 novembre a priori sur Netflix, sans doute en binge-watching. Donc je vous l'avais promis en fait la semaine dernière, le gros point sur la fin de la grève de la WGA, donc la Writers Guild of America. On va essayer de faire vite parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, on attend la fin de la grève aussi de la SAG-AFTRA. Mais pour être clair en fait, les studios ont cédé sur une partie des demandes de la WGA, donc évidemment ils en ont demandé plus, ils sont retrouvés un petit peu au milieu de leurs demandes, mais l'idée c'est que on va désormais pouvoir reprendre le travail sur un certain nombre de projets, notamment l'idée c'est de prioriser pour la plupart des studios leurs gros projets des prochaines années, de 2024 et de 2025. Du côté de la Paramount, on veut surtout prioriser l'écriture du reboot de Star Trek, puisque ils sont en train de rebooter Star Trek, donc ils veulent chercher quelqu'un pour l'écrire rapidement et le produire rapidement, tout comme l'adaptation du jeu vidéo Rainbow Six de Tom Clancy. C'est une adaptation des jeux vidéo Ubisoft, dont Rainbow Six Siege d'ailleurs est celui qui marche le mieux en jeu à service. Warner qui veut évidemment que Matt Reeves se remette au travail sur la fin du scénario de The Batman 2, bien entendu. Du côté des films à produire et à tourner, on a Minecraft et Superman Legacy qui devraient entrer en tournage au printemps 2024. Universal cherche un scénario pour Fast 10-2. Oui, on cherche un scénario pour ce genre de film. Voilà. Bon, ça fait toujours un peu sourire. Et les grosses voitures, elles vont aller où les grosses voitures ? Voilà, il faut bien des gens pour écrire ce genre de choses. Du côté de HBO et des séries télé, on a House of Dragon qui lui a terminé son tournage et qui vise l'été 2024 selon Variety pour sa saison 2. Et surtout 2024, en termes de tournage, ils vont évidemment se concentrer sur The Last of Us, sur Euphoria et sur White Lotus sur l'année 2024. Et du côté de Netflix, on enfonce une porte ouverte, mais évidemment qu'on va prioriser Wednesday, saison 2, et Stranger Things, saison 5, bien entendu. On a des films qui avaient terminé leur tournage avant d'avoir mis le clap de fin, tout simplement, qui vont pouvoir reprendre leur tournage. Bien entendu, Mission Impossible 7, Dead Reckoning, partie 2, Beetlejuice 2, dont on vous a déjà parlé régulièrement dans le podcast, Deadpool 3, évidemment, et
Gladiator 2. Alors Gladiator 2 est dans une position un petit peu complexe, puisque Gladiator 2, en fait, ils en sont qu'à mi-parcours de leur tournage, et que la sortie prévue, c'est pour Thanksgiving 2024, ce qui fait que ils avaient commencé de mémoire en juillet. Ouais, il y a 6 mois, ouais. Donc, même pas. Oui, ouais. Enfin bref, ils ont commencé, on va dire, en avril-mai, ils sont arrêtés de tourner en juillet, et donc il leur reste encore pas mal de tournage, ce qui laisse à penser que vraisemblablement le film va être décalé, probablement sur début 2025, on l'imagine. Du côté des studios, il y a un gros problème désormais, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir tout lancer en tournage. Les films qui avaient commencé leur tournage, qu'il faut poursuivre, et terminer, les films qui n'avaient pas encore commencé leur tournage, et surtout, comment est-ce qu'on fait avec le planning 1 des acteurs, 2 des équipes, et 3 des studios en tant que tels, c'est-à-dire que bah évidemment il y a un nombre de studios dans le monde qui est fini, on va dire, donc on peut pas tout mettre en production en même temps, donc ça va être un des défis. Et évidemment c'est pour ça que je parle de priorisation, parce que bah évidemment il faut prioriser on va dire les gros projets, donc vraisemblablement que sur cette période de relance, il y a un certain nombre de plus petits projets qui vont peut-être passer à la trappe dans cette affaire. Et certains projets qui seront sacrifiés, je pense, malheureusement. Très probablement. Ouais, c'est évident. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que dit Martin Scorsese, l'air de rien. Dans le fait qu'on va peut-être aller sur une production très très importante de gros budgets, et puis qu'on va arrêter un petit peu avec les petits, du moins sur cette période de relance. On espère évidemment qu'ils vont vite se remettre là-dedans. Alors juste pour faire un point très très rapidement sur ce qui a été obtenu par la WGA, il y a donc pour rappel, ça va être renégocié dans 3 ans. Tout ça, ça va garantir l'embauche de plus de scénaristes et augmenter le nombre en fait de scénaristes en fonction du nombre d'épisodes qu'il faut écrire dans une série. Les paiements des fameux résiduels vont être basés sur le succès qui concerne les séries faites pour le streaming. Donc ça concernera pas toutes les séries qui sont diffusées d'abord à la télé et ensuite sont rachetés pour être diffusés en streaming. Donc tout ce qui est par exemple Breaking Bad les premières saisons ou Suits par exemple, tout ça, ça n'est pas concerné par ce package de résiduels. En revanche, tout ce qui est écrit pour le streaming et qui fait vraiment son succès d'audience va déclencher de meilleurs paiements pour les scénaristes. Ils ont aussi mis en place des garde-fous autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Vous savez que c'est un des points clés qui a lancé la grève. Et puis évidemment les scénaristes, ils étaient un peu chafouins dans le sens où on les payait souvent très tard. Et donc ça pareil, ça va être mieux géré, ça va être mieux encadré, c'est-à-dire qu'on va être payé 50% au début, 25% 9 mois après et 25% au rendu du scénario. Donc ça c'est mieux encadré et c'est mieux protégé quelque part les scénaristes. Et dans tout ça, la SAG-AFTRA. Où est-ce qu'on en est de la SAG-AFTRA ? Pour l'instant, il n'y a encore rien qui est signé. La SAG-AFTRA, la guilde des acteurs, qui reprend ses négociations avec l'AMPTP, donc la guilde qui s'occupe des négociations pour les studios, qui reprenait aujourd'hui, le 2 octobre, donc voilà, ça devrait avancer, puisqu'évidemment, une fois qu'on a cédé pour la WGA, on peut très probablement céder aussi sur un certain nombre de choses du côté de la SAG-AFTRA, qui pourra dire, bah oui, mais vous avez cédé pour la WGA à ce sujet, on demande la même chose, donc allons-y. Ça peut aller plus vite, hein. Ouais, vraisemblablement ça peut aller plus vite, et on l'espère, puisque il faut que ça avance tout ça, quoi. Voilà pour le point des brèves et de la grève, donc. Ouais, compliqué à résumer, mais je pense que tu l'as très très bien fait, et on va voir la suite, parce qu'évidemment, comme tu l'as dit, il y aura un énorme bouchon. C'est ça le gros truc à retenir. Plus l'intelligence artificielle, je trouve qu'ils ont quand même bien géré leur histoire, parce que c'est quand même le truc du moment, et c'est très dangereux pour le scénariste, pour le métier de scénariste. Donc c'est cool qu'ils aient réussi à obtenir ce qu'ils veulent. Je voyais une interview d'un scénariste très récemment qui disait il y a 5 mois, les studios nous disaient que c'était impossible qu'on obtienne tout ce qu'on demande. 5 mois plus tard, bizarrement, ils ont tous cédé. Ouais. Donc voilà, c'est quand même la grève la plus longue d'Hollywood. La première en 2007 avait duré 101 jours, celle-là elle a duré plus de 140 jours. 148 jours, ce qui est énorme quand même. Donc ouais, on voit que ça peut fonctionner à Hollywood de procéder de cette façon.
Oui, mais c'est bien, il faut mettre en place ce genre de garde-fou et voir que l'air de rien, en fait, l'ouvrier, entre guillemets, a son mot à dire quand il reste uni avec les autres, quoi. Exactement. Donc ça, c'est cool, et on attend évidemment la résolution de la saga AFTRA, qu'on espère rapide.